Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Alors, on continue avec la série de vidéos qui répond aux questions sur les traumatismes. Et donc, autre question qu'on me pose, c'est finalement, quels sont les effets des traumatismes dans notre vie? Quelles sont les conséquences qu'on connaît, celles qu'on connaît moins, du trauma dans notre existence, dans notre quotidien? Alors, là, j'ai décidé de classer les effets en deux catégories. Ceux qu'on connaît, ceux qui sont notoires, notamment dans la psychologie classique et traditionnelle, et ceux qui sont un peu moins connus et un peu moins reconnus. Alors, parmi les effets connus du traumatisme, il y a le fameux stress post-traumatique. Alors, c'est quoi le stress post-traumatique? C'est quand on est constamment en état de stress, y compris au moment où il faut s'endormir. Il y a des choses qui vont, plus que d'autres, qui vont déclencher des crises d'angoisse, qui vont déclencher des visions traumatisantes. On va constamment penser à l'événement douloureux qui nous a marqués. Ça va entraîner des états au niveau émotionnel, psychologique, même physique, assez douloureux. Donc ça, c'est le stress post-traumatique. On a également la dépression. Voilà, la dépression, c'est aussi une des conséquences qui est connue des traumatismes. Parmi les plus connus, on a le deuil, quand on vit la perte d'un proche et qu'on a du mal à l'accepter, qu'on se tient des discours du genre comment est-ce que je vais faire pour vivre sans cette personne, elle était tout pour moi, j'ai trop mal, etc. Je ne peux pas vivre sans elle. Donc là, ça peut entraîner la dépression. Donc là, j'ai pris l'exemple du deuil, mais il y a tellement d'autres choses, d'autres situations qui peuvent provoquer des dépressions. On a également l'anxiété, donc l'anxiété qui est une forme de peur. Et donc, généralement, l'anxiété, elle est liée à un événement au cours duquel on a eu peur. Donc, souvent, les personnes, que ce soit dans le cas de la dépression ou de l'anxiété, ne font pas nécessairement le lien entre l'événement qui a déclenché leur mal-être et le mal-être. Mais de façon schématique, comme je vous le disais, l'anxiété, c'est un état de peur. Donc une crise d'angoisse, on a peur. On a peur de mourir, on a peur de devenir fou, on a peur d'un certain nombre de choses et on se met dans un état physique et psychologique assez douloureux en termes de peur. Et donc, souvent, pour trouver quel est le traumatisme qui est à l'origine des crises d'angoisse, il faut identifier le genre de peur qu'on vit lors de nos crises d'angoisse et aller investiguer dans les événements qu'on a vécus où ce même type de peur s'est manifesté. Admettons une femme qui, dès qu'elle voit son mari, alors que ça se passe bien, se met à avoir des crises d'angoisse. Pourtant, tout se passe bien avec son mari. Et donc, elle ne comprend pas. Alors souvent, elle ne se rend même pas compte que c'est quand son mari est là qu'elle a des crises d'angoisse. Tout ce qu'elle vient, elle vient avec cette plainte qu'elle a des crises d'angoisse. Donc, en investiguant un petit peu, on se rend compte que ce qui déclenche les crises d'angoisse, c'est la présence de son mari. Donc, et dans son esprit, elle ne peut pas se dire, dans sa tête, dans son mental, que c'est la présence de son mari qui déclenche les crises d'angoisse, parce que ça se passe bien avec son mari, pour le moment. Sauf qu'à un moment donné, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Il y a eu une grosse dispute, il y a eu peut-être même, c'est peut-être arrivé aux mains, peut-être même qu'il l'a frappée, peut-être même qu'elle a eu peur de mourir. Et donc, c'est cet événement-là, au cours duquel il y a eu cette violence-là, qui a déclenché cette peur-là en elle, qui est à l'origine de l'anxiété et des crises d'angoisse. D'accord, donc pour vous donner un exemple, pour illustrer un petit peu comment est-ce qu'un traumatisme, donc là en l'occurrence une violence conjugale, peut entraîner des crises d'angoisse. Les addictions sont aussi connues pour être des effets des traumas, puisque l'addiction, elle est là pour quoi? L'addiction, elle est là pour anesthésier la douleur qu'on ressent. Donc, je vais consommer des substances illicites qui vont me mettre dans un état second, et du coup, je ne vais plus ressentir cette douleur émotionnelle et psychologique intense. Ou alors, je vais m'adonner à des activités, que ce soit des jeux, que ce soit
du shopping, que ce soit la sexualité, que ce soit autre chose, qui vont aussi me procurer cette sensation d'être bien, ou qui vont me procurer cette sensation comme un effet cathartique où je vais me sentir, ça va me donner une grosse décharge émotionnelle, une grosse décharge d'adrénaline. Et donc, les addictions étant là pour masquer la douleur émotionnelle dans laquelle je suis plongée, eh bien, cette douleur émotionnelle, de façon générale, elle vient d'un traumatisme ou d'une période de vie traumatique. D'accord ? Donc, un traumatisme, c'est quand il y a eu un seul événement dans notre vie qui nous a traumatisés. Enfin, généralement, on a plusieurs des événements traumatisants. Mais ce n'est pas systématiquement tous les événements traumatisants de notre vie qui vont engendrer la dépression ou l'anxiété. Généralement, il y en a quelques-uns qui sont ciblés et sur lesquels on va travailler. Et par contre, une période de vie traumatique, c'est quand on va vivre les mêmes événements traumatisants pendant une longue période. Donc, une femme qui se fait battre pendant une longue période par son époux, les enfants qui sont maltraités par leurs parents, des violences sexuelles, des incestes, de la pédophilie dont on a été victime enfant à plusieurs reprises par une même personne, par plusieurs personnes. Donc ça, c'est des périodes de vie traumatiques. Et ça mène malheureusement très souvent à du stress post-traumatique, de la dépression, de l'anxiété, des addictions. Puis on a également les phobies, dont on sait qu'elles sont intimement liées au trauma. Donc les phobies, typiquement, quand on a peur de quelque chose ou d'une situation, de se retrouver enfermé, de se retrouver face à un animal ou une personne ou une situation, c'est qu'à un moment donné, on a été exposé à cette personne, cet animal, cette situation, et que ça nous a marqué de façon négative, que notre cerveau a associé cet événement-là à un danger de mort. Et donc, dès qu'on va se retrouver exposé à ça, ça va mettre notre mental en panique et ça va provoquer la phobie. Donc voilà pour ce qui est des effets connus des traumatismes. Maintenant, il y a des effets qui sont un petit peu moins connus ou moins reconnus. Eh bien, ce sont d'abord les maladies psychosomatiques. Même si les médecins reconnaissent l'existence des maladies psychosomatiques, de façon générale, on va dire que dans la plupart, pas seulement chez les médecins, même dans l'opinion publique, on néglige l'aspect psychosomatique des maladies, notamment des maladies graves. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, il y a un médecin allemand, dont je vais taire le nom volontairement, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a un oncologue. Donc, un oncologue, c'est un médecin qui soigne les cancers, qui a perdu son fils. Donc, son fils était un jeune homme. Et suite à cette perte-là, lui et sa femme ont développé un cancer. Donc, lui a développé un cancer des testicules et sa femme a développé un cancer de l'utérus. Et donc, ça l'a interpellé. Il s'est demandé comment est-ce que tous les deux, on a pu développer des cancers dans nos appareils reproducteurs après avoir perdu notre fils. Et donc, suivant lui-même des patients atteints du cancer, et il a commencé à les interroger un petit peu sur ce qui s'était passé avant que le cancer ne se déclare. Et il a réussi à établir que tous ces patients avaient contracté le cancer suite à des traumatismes. Il avait même fait une grille qui établissait que les cancers qui touchaient tel endroit du corps étaient liés à tel type de trauma. Et donc, là, en l'occurrence, on a quelqu'un du corps médical qui a pu investiguer, puisqu'il avait les patients, entre guillemets, sous la main, et qui a pu mener des études très sérieuses pour établir que, littéralement, les traumas peuvent causer des maladies aussi graves que les cancers. Donc, la raison pour laquelle je tais le nom de ce médecin, c'est qu'il a été radié de l'ordre des médecins, non pas parce que ses études ne tenaient pas la route, mais parce qu'il a décidé, alors qu'il était médecin, de ne plus soigner ses patients avec la chimiothérapie et avec la médecine classique.
Donc lui, ayant fait cette découverte, il est parti bille en tête que la seule façon de soigner le cancer, c'était de passer par la guérison des traumas. Et donc, il disait à ses patients de ne plus se soigner avec la chimiothérapie. Et donc, c'est ce qui lui a valu sa radiation de l'ordre des médecins, et puis d'autres choses encore. Si vous êtes curieux, vous pourrez aller faire des recherches sur Internet et tomber sur ce médecin, qui me semble décédé aujourd'hui. Et ces études sont vraiment intéressantes de ce point de vue. Donc oui, les traumatismes peuvent causer littéralement des maladies aussi graves que le cancer. Donc ça, c'est un des effets moins connus. L'autre effet, c'est ce que j'appelle personnellement la construction d'identité égotique. Alors, ça sert à rien d'aller chercher sur Internet identité égotique, c'est un jargon qui m'est propre. Je crois que je suis la seule à l'utiliser, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent. Mais en tous les cas, voilà, je vais vous définir ce que veut dire identité égotique dans ma bouche. C'est une part de nous, une part de notre ego qui se bâtit à partir et sur le trauma. Et c'est elle qui porte toutes les caractéristiques négatives et handicapantes pour notre vie mondaine et spirituelle du trauma. D'accord? Donc l'identité égotique, comme si le trauma était un espèce de plateau sur lequel va venir s'asseoir une part de notre identité, une part de notre personnalité, d'accord, qui est une part de l'ego en réalité. Et cette part de l'ego, elle porte en elle tout ce que le trauma a généré de négatif en nous. D'accord? Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus clair. Donc, admettons un trauma où un enfant est battu, d'accord? Un enfant est battu littéralement, et pas juste sur une petite tape sur les fesses, hein, ou sur la main, ou ailleurs. Il est battu après avoir dit quelque chose qui n'a pas plu à son parent. On est d'accord pour dire que c'est un truc pas très sympa, que ça peut générer effectivement un trauma. Ce qui se passe quand l'enfant vit cet événement-là, il va, de façon très inconsciente, recevoir un message à travers cet événement-là. Il va se dire, je n'ai pas le droit de dire, je n'ai pas le droit de m'exprimer, je n'ai pas le droit de dire les choses, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Ou encore, il va se dire intérieurement, dire les choses est dangereux. Alors, je le répète, c'est quelque chose qui est totalement inconscient. L'enfant, il n'est pas en train de se dire ça alors qu'il est en train de se faire battre. C'est une pensée qui est très inconsciente, c'est quelque chose vraiment d'enfoui. Et à partir de là, ce qui va se construire, c'est l'identité de « je suis une personne qui ne dit rien ». Je suis une personne qui a peur de prendre la parole. Je suis une personne effacée. Je suis une personne qui ne s'affirme jamais. Et l'ego va se construire ainsi. Et cet enfant-là va effectivement, par la suite, adopter tous ces comportements-là d'effacement, d'évitement de la confrontation, de ne pas dire les choses, y compris lorsqu'il est dans des situations où il est totalement en sécurité, où il est en confiance. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois arrivé à l'âge adulte ? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel et familial, on va éviter les conflits à tout prix, on va faire en sorte de toujours donner raison aux autres et de toujours se taire, même quand on sait qu'on a raison. On ne va jamais s'affirmer, du coup on va toujours se laisser écraser. Si on doit prendre la parole en public, on va avoir peur. Si on doit prendre la parole, admettons, pour un examen ou pour un entretien d'embauche, on va avoir peur, etc., etc. Et donc, toute cette identité, ce bloc-là de conséquences négatives qu'a laissé le trauma en nous, c'est ce que j'appelle l'identité égotique. Et donc, quand on travaille à libérer un trauma, on travaille également à libérer l'identité égotique qui s'est construite sur ce trauma. Autre exemple d'identité égotique, autre exemple de trauma, une jeune fille qui se fait violer par un membre de sa famille. Donc le message qu'elle reçoit, c'est « tu n'as pas le droit de dire, tu dois dire oui à tous les hommes ». Et l'identité qui peut se construire à partir de ça, c'est « je suis une femme qui dit oui à tous les hommes, je deviens une femme facile, je deviens une femme qui s'offre à tout le monde ». Et ça, on peut le voir dans les études de psychologie qui ont été menées sur les conséquences des viols chez les jeunes femmes, c'est qu'elles adoptent effectivement
quasiment une fois sur deux ce genre de comportement. Alors, soit elles vont adopter un comportement où elles vont littéralement essayer de s'effacer, effacer toute apparence de féminité chez elles, parce que ça a eu, parce qu'elles ont peur de revivre ça. Et là, le message qu'elles auront reçu, c'est les hommes sont dangereux, tu ne dois surtout pas t'exposer à eux, même ceux que tu connais, tu ne dois pas montrer que tu es une femme, des choses comme ça. Et on peut aussi avoir, à l'inverse, un tout autre type d'identité qui se construit sur l'idée que tu dois dire oui à tous les hommes. C'est effectivement ce que je viens de vous dire, c'est une femme qui se rend disponible sexuellement à tous les hommes. Voilà, et de Billah, qu'Allah nous préserve, qui préserve nos enfants de ce genre de choses, et de tous les traumas de façon générale. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée de la façon dont le trauma construit en nous des parts de l'ego qui contiennent en eux des caractéristiques négatives et handicapantes. Et enfin, parmi les effets qui sont moins connus du traumatisme, c'est le voile que le trauma met entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait que le trauma c'est une épreuve qui a laissé une empreinte négative en nous, mais on sait aussi que les épreuves, en tant que croyants, elles contiennent des bienfaits. Et on peut se dire que spirituellement, l'épreuve, elle n'est pas destinée à laisser des empreintes négatives en nous, si c'est un bienfait. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran Karim, il nous dit il se peut qu'il y ait un grand bien dans quelque chose que vous détestez et qu'il y ait un grand mal dans quelque chose que vous aimez. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une multitude de hadiths, nous enseigne effectivement que les épreuves sont des cadeaux, ce sont des occasions de grandir, qu'elles contiennent des bienfaits, etc. Donc tout ça, on le sait intellectuellement. Même si, dans les faits, émotionnellement, spirituellement, on est très peu à pouvoir voir les innombrables bienfaits que contiennent chaque épreuve. Et quand on ne voit pas les bienfaits que contient une épreuve et qu'on en fait un trauma, ben, littéralement, ça nous empêche de cheminer spirituellement. Et ça, Inch'Allah, je vous le développerai dans la vidéo suivante. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée ou d'après-midi. Et si cette vidéo vous a éclairé, si vous aimeriez en apprendre plus sur la façon dont les traumas nous empêchent de cheminer spirituellement, abonnez-vous, pour être tenu informé de la publication des prochaines vidéos, mettez un petit pouce bleu pour que je sache si ça vous a vraiment été utile ou pas. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.